Et on en vient à présent à On va plus loin avec Marie-Roger Biloa, directrice du groupe Africain International. Bonjour Marie-Roger. Bonjour Raphaël. Face à vous Antoine Mariotti, chroniqueur international à France 24. Bonjour Antoine. Bonjour. On est donc à 3 semaines des midterms aux États-Unis, des élections de mi-mandat qui s'annoncent plus indécises que jamais. En temps normal, c'est le parti au pouvoir qui a le plus à perdre. Sauf que l'économie américaine, et surtout que l'économie américaine est actuellement dans la panade avec l'inflation. Sauf que cette fois, l'opposition républicaine paraît s'être tirée une balle dans le pied en promettant de remettre en cause le droit à l'avortement. Écoutez Joe Biden saisir la balle au bon. Si les républicains parviennent à leur fin et mettent en place un interdit au niveau national, l'endroit où vous vivez en Amérique n'aura plus d'importance. Mais soyons clairs, si une telle loi devait être adoptée dans les années à venir, j'y mettrais mon veto. Voilà, c'était hier, lors d'un meeting démocrate à Washington. Marie-Roger, les démocrates ont raison d'afficher comme priorité, en cas de victoire, l'inscription dans la loi de l'avortement. Ils inscrivent ce qui leur semble porteur. Surtout que tout le monde les données perdants. On vient de parler de l'inflation, mais même l'impopularité de Biden faisait craindre le pire. Et donc là, c'est une opportunité, c'est un sujet de société qui, visiblement, les préoccupe davantage que les tribulations de M. Trump. Et ça, pour moi, c'est une surprise parce que Trump fait à peu près tout ce qu'il veut. Oui. Il entrave, il enfreint toutes les lois qu'il peut enfreindre. Et il est toujours en liberté. Il n'a absolument aucun problème. On va revenir sur le cas Trump dans un instant, effectivement. Mais en tout cas, sur cette question de l'avortement, vous considérez tactiquement c'est effectivement une bonne idée de leur part. Mais au-delà de ça, il y a vraiment un problème fondamental et une question de principe qui s'impose d'une certaine manière à l'électorat démocrate. Mais oui, c'est les sondages l'indiquent. C'est les sondages qui nous font savoir que les Américaines tiennent à ce droit et que c'est quelque chose de central et plus important que les débats politiques entre républicains et démocrates. Et justement, cette adhésion est transpartisane. Et c'est pour ça qu'il tire sur cette ficelle autant qu'il peut. Et je crois que c'est surtout ça. Qu'est-ce qui peut marcher actuellement? Qu'est-ce qui peut les sortir de la panade actuellement? Voilà, c'est un thème qui tombe très bien. Il faut dire, Antoine, que la possibilité donnée à chaque État désormais d'interdire l'avortement, cette décision de la Cour suprême, ne fait pas forcément les affaires des Républicains. Non, pas forcément. Et d'ailleurs, on vient de le dire, mais si Joe Biden insiste là-dessus, c'est bien que de l'autre côté, ça les embête un petit peu et ça les titille. Il est intéressant de voir d'ailleurs que dans la plupart des clips de campagne, un peu partout dans le pays, les Républicains n'en parlent pas beaucoup de l'avortement. Ils se concentrent sur l'immigration, sur d'autres problèmes et évidemment sur l'économie. Alors oui, c'est un problème. D'ailleurs, Joe Biden, dans ses discours, encore cette semaine, il s'adressait à la foule, il disait mais rappelez-vous un petit peu l'effet que ça vous a fait quand vous avez entendu la décision de la Cour suprême, l'effroi, la colère, l'inquiétude, l'incrédulité que ça a provoqué chez vous. Et on voit d'ailleurs des républicaines qui ont toujours voté républicain dans leur vie, qui commencent à témoigner dans les médias en disant cette fois-ci moi je vais voter démocrate parce que je ne peux pas, ce n'est pas qui je suis d'interdire l'avortement, de revenir sur 50 années de droits des femmes, c'est my body, my choice, comme elle dit, c'est mon corps, c'est mon choix, on ne peut pas revenir sur des choses pareilles. Donc les Républicains, d'un côté, flattent un peu l'ego des plus énervés chez eux, et donc ça fonctionne, l'anti-avortement, c'est un débat plus important que chez nous de manière générale, et en même temps, ça leur tire une balle dans le pied, parce qu'ils passent aux yeux de certains pour des arriérés. Ça s'est traduit dans les urnes, au Kansas notamment, qui est un État très, très conservateur, très républicain. Oui, et dans l'inscription dans les listes électorales, parce que c'est vrai que parfois vous pouvez déclarer si vous êtes démocrate ou républicain, et on a vu d'ailleurs, après la décision de la Cour suprême, qu'il y a eu de plus en plus de démocrates, et notamment de femmes démocrates qui se sont inscrites, notamment sur ces listes. Alors après, il y a des petit sujet quand même d'inquiétude pour les démocrates, c'est que notamment les femmes indépendantes étaient beaucoup plus à même de voter pour les démocrates il y a quelques semaines encore, au moment où on parlait notamment de ce référendum du Kansas. Aujourd'hui, beaucoup moins. Ça a rebasculé côté républicain et on n'est plus qu'à 3 semaines du scrutin. Ça devient un petit peu compliqué pour eux, surtout qu'on voit que
une actualité chasse l'autre finalement, et que désormais dans les sondages d'opinion, même si les chiffres diffèrent, on voit bien que l'économie, notamment l'inflation, sont devant dans les termes dans les priorités de préoccupation des Américains, mais que avant même le droit des femmes et donc l'avortement, il y a aussi l'immigration, il y a aussi la criminalité, et que ça arrive parfois un petit peu bas. Et une enquête du New York Times disait que c'était seulement 5% des personnes qui estimaient que c'était une priorité. Alors une autre enquête dit 17%. Donc oui, il faut être un peu prudent sur les chiffres, mais en tout cas, ça ne revient jamais en tête, donc il faudra voir comment ça évolue dans les semaines qui viennent. Un débat qui survient alors que, vous l'avez dit, Marie-Roger, les dossiers s'accumulent contre Donald Trump, déjà soupçonné de fraude fiscale à New York, d'avoir incité aussi ses partisans à prendre d'assaut le Capitole, d'être parti de la Maison-Blanche avec des documents classés secret défense. Le voilà accusé d'avoir censuré les informations sur le Covid-19, contraire à ses discours qui tendaient, on s'en souvient, à minimiser la pandémie. Ces affaires, elles vont peser sur les midterms, Marie-Roger. Alors, ça, c'est vraiment le serpent de mer. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde les États-Unis, je suis étonnée que j'ai l'impression que je suis la seule à être totalement scandalisée par ce qui se passe depuis, même avant l'élection de Trump, ce personnage, comment il a pu être élu et tout ce qu'il a fait depuis, même si évidemment on sait qu'il a des partisans et fanatisés et tout ce qu'on veut, une espèce de chef de secte, mais sur le plan légal, mais c'est une valise de problèmes. Jusqu'au soupçon de conflit d'intérêts pour avoir hébergé des agents des services spéciaux dans ses propres hôtels Trump à des frais somptuaires. On parle de notes d'hôtel à plus de 1 000 € la nuit quand même. Et ça, c'est l'État qui paye. Il y a une liste de conflits et de délits et même de crimes concernant Trump. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ça fait quoi depuis 2016, on n'arrive même pas à l'amener à la justice. Bon, c'est vrai il a quand même été empêché, impeached 2 fois. Et c'est vrai qu'on oublie ça. C'est une procédure politique et pas légale. Absolument. Tout passe sur lui, ça glisse comme les plumes d'un canard, tout. Et c'est quand même très important parce que je crois que le monde entier regarde la démocratie américaine et voit si elle est crédible, si elle arrive à gérer quelqu'un qui a fait un coup d'État où il y a eu des morts, des agents fédéraux qui ont été tués, et voilà, et tout ramène à lui. Et on est là, on dirait qu'on a peur de Trump et qu'un État, une institution... Toutes les institutions ont peur. Oui, alors il faut dire que la justice américaine permet aussi un nombre incalculable de voies de recours et aussi d'arrangements, parce que très souvent, les affaires se décident dans les huis clos des bureaux avant de se retrouver devant le tribunal. Mais certainement, même lorsqu'il embarque des documents confidentiels, ce qui est totalement illégal, il a encore la possibilité de dire non, je ne donne pas, il faudrait qu'on appointe un agent un master, particulier. Effectivement, un arbitre. Il a presque réussi ça jusqu'à ce qu'il y ait un appel. Enfin, Oui, dans un pays, effectivement, encore une fois, où le règne de la loi est censé prévaloir, ça semble absolument incroyable. Un débat qui survient alors que, donc on l'a dit, les dossiers s'accumulent, et d'autant plus que Donald Trump a réussi à faire désigner nombre de candidats qu'il soutenait par les électeurs républicains lors des primaires. Antoine, ce sont donc ces candidats à lui qui seront opposés aux démocrates dans nombre de circonscriptions. Pas forcément une mauvaise nouvelle pour les démocrates, d'ailleurs. Oui, c'est quand même assez amusant de voir un homme qui a financé autant de campagnes démocrates dans le passé, y compris de ses principaux adversaires aujourd'hui, ou dans le passé récent, avoir complètement vampirisé ce parti républicain, avoir mis la main dessus, lui qui n'a jamais été un fervent républicain, loin de là. Aux États-Unis, jamais un président n'aura pesé autant sur le choix des candidats sénateurs, représentants, gouverneurs que lors de ce scrutin des midterms de 2002. Il a fait battre tous les candidats au poste de représentants qui avaient soutenu notamment la procédure engagée contre lui après l'assaut du Capitole. Alice Cheney, par exemple, tous ceux qui pouvaient avoir une voix un peu discordante comme Liz Cheney, par exemple, eh bien, se sont pris les foudres de Trump, et évidemment de toute la vague qui arrive derrière, les fameux énervés dont vous parliez. Voilà. Les deniers, comme on dit, est-ce que ça, c'est pas l'élection même de Biden. Est-ce que ça, c'est pas un État voyou? C'est-à-dire où c'est de la manœuvre politique. Mais c'est forcément mauvais pour les démocrates, ça, d'avoir face à eux des candidats parfois complètement fanatisés aux électeurs et adeptes surtout des vérités parallèles. Alors justement, c'est ce qui est intéressant, c'est que on voit bien que ce sont en effet les candidats
de Trump et que jamais d'ailleurs un ancien président n'a participé à autant de rassemblements, de meetings que lors de cette campagne. Donc s'il perd, ce sera aussi sa défaite, donc c'est un risque. Après, s'il gagne, ce sera aussi sa victoire et peut-être potentiellement un tremplin important pour 2024, la prochaine présidentielle, sachant que pour l'instant, ça reste le candidat naturel du parti. Mais pour répondre à votre question, Raphaël, il y a aussi quelques pontes du Parti républicain qui s'inquiètent un peu et qui nous disent, voilà, ils craignent que la qualité médiocre finalement de certains candidats qui ont été promus ou directement, je sais que le mot en anglais, désignés par Donald Trump, eh bien, pourrait coûter au Parti le républicain la victoire dans l'une des deux chambres. Et donc ça, il pourrait le payer cher aussi. Et donc, il y a aussi des voix discordantes, mais comme on le disait, elles sont de moins en moins nombreuses. Mais cela dit, on parle de sa candidature en 2024. Il y a de plus en plus de gens qui pensent qu'il ne va pas se présenter, même pas pour des raisons juridiques ou judiciaires. Tout simplement parce qu'il n'aura plus accès à tous les financements de ses fans et des milliardaires qui le soutiennent. Parce que cet argent sera comptabilisé officiellement comme fonds de campagne, alors qu'actuellement, il en dispose comme il veut. Donc, oui, il faut se souvenir qu'il avait notamment étonné lors de son élection en 2016 en faisant une campagne relativement low cost à l'époque, voilà, parce qu'il avait misé sur les réseaux sociaux et non pas sur les spots télé. Mais il ne faut pas oublier qu'à la dernière élection présidentielle, on a beau nous voir ces choses absolument délirantes qui se passent aux États-Unis, à la dernière élection présidentielle qu'il a certes perdue, il a eu plus de voix que lors de la fois où il a été élu, et il a eu plus de voix que Barack Obama lors de la première fois où il a été élu. Il a levé beaucoup Donc il y a aussi une base il a levé beaucoup plus d'argent aussi, Antoine, lors de sa deuxième candidature que lors de la première. Et donc ça, sont quand même des chiffres sur lesquels qui doivent alerter les démocrates parce que c'est un véritable danger, que les démocrates ont un petit peu du mal à remobiliser un petit peu leurs troupes. Justement, on parlait très rapidement, on parlait de l'économie. Joe Biden se targue d'avoir créé 10 millions d'emplois depuis qu'il est au pouvoir, donc depuis moins de 2 ans, dont plus de 200 000 rien que le mois dernier, au mois de septembre, mais il n'arrive pas à concrétiser ça concrètement comme un appel d'air. Même ses plans d'investissement, notamment pour les infrastructures de plusieurs centaines de milliards, il ne pourront pas avoir d'effet avant 2023 et il n'arrive pas à capitaliser. Donc il joue beaucoup sur l'avortement notamment et sur la démocratie, mais ça a un peu ses limites. Il y a toujours, voilà, it's the economy stupid, comme avait dit Bill Clinton à l'époque à George Bush père. On en vient à cet autre sujet. C'est une guerre déjà qualifiée de désastre humanitaire dans un pays qui n'a guère été épargné ces dernières décennies. L'Éthiopie voit ses forces armées à nouveau à l'offensive depuis fin août dans la province rebelle du Tigré. Écoutez le constat qu'en fait pour l'ONU Antonio Guterres. La situation en Éthiopie devient incontrôlable. La violence et la destruction atteignent des niveaux alarmants. Le tissu social est en train de se déchirer. Les hostilités dans la région du Tigré en Éthiopie doivent cesser maintenant, y compris avec le retrait immédiat et le désengagement des forces armées érythréennes en Éthiopie. Une guerre à huis clos dont il n'existe pas ou peu d'images. Marie-Roger, à l'origine, il y a la perte d'influence du Front de libération du peuple du Tigré, longtemps au pouvoir, face à la remise en cause par l'actuel Premier ministre Abiy Ahmed du système politique ethnocentré qui était en vigueur depuis le milieu des années 90. Tout à fait. C'est très important de rappeler quand même au début que Abiy Ahmed n'est pas un fauteur de guerre. En fait, il est arrivé comme homme de paix. Et, avec l'Érythrée, en tout cas. Déjà avec l'Érythrée, mais aussi sur le plan intérieur. Il a libéré énormément de prisonniers politiques, mais des centaines, sinon des milliers, parce que c'est là qu'on réalisait qu'il y en avait beaucoup. Il y avait beaucoup de gens emprisonnés. Il a libéré beaucoup de gens. Il a fait venir des opposants qui étaient des opposants célèbres, emblématiques, qui étaient par exemple aux États-Unis, pour qu'ils viennent prendre des responsabilités. Il y avait une espèce de climat d'apaisement. Mais ceux qui avaient dirigé le pays pendant plus de 30 ans n'étaient pas contents de cette perte d'influence. On a essayé d'assassiner Abiy Ahmed, était victime de tentatives de coup d'État. Il y a eu aussi des tentatives de putsch régionaux du côté de l'Asmara, donc il est partiellement originaire aussi. Les Oromo, puisqu'il est la moitié Oromo, se sont révélés ses pires ennemis, puisque c'est eux qui ont lancé les révoltes les plus sanglantes. Et voilà, on a tué le chef d'état-major éthiopien. Enfin, il y a eu des choses absolument énormes. Donc, il a réagi avec beaucoup de vigueur et beaucoup de violence. Trop ?
Ah ben, certainement aujourd'hui, il est comme emprisonné. C'est une espèce de piège parce que là, on ne sait plus comment en sortir. Il a voulu punir l'Érythrée. Non, pardon, Le Tigré. Le Tigré, et maintenant, c'est des blocus. Lorsqu'on parle de ça, même pas assez, c'est surtout pour dire à quel point c'est la misère et que 40% des Tigréens sont menacés de famine, etc. Oui. L'ironie de l'histoire, Antoine, veut que la partie qui refuse le cessez-le-feu aujourd'hui, eh bien, c'est précisément le prix Nobel de la paix, Abiy Ahmed, avec pour bras armés les ennemis d'hier, avec qui il s'est réconcilié, précisément pour obtenir d'ailleurs cette distinction, les Érythréens. Oui, parce que Tigréen était au pouvoir pendant 27 ans, en effet, mais à l'époque, il y a eu une guerre de 20 ans avec l'Érythrée, qui est une ancienne province d'ailleurs de l'Éthiopie. Et c'est vrai que vous avez raison de dire, madame, que quand il est arrivé, c'était un faiseur de paix. Au début, il a hérité quand même d'un pays très endetté, un taux de chômage extrêmement élevé, et puis avec des conflits aussi ethniques importants, et qu'il a mis en place beaucoup de réformes, qu'il a mis en effet en place cette paix avec son voisin, et donc il a eu ce fameux prix Nobel de la paix en 2019. Sauf que dès 2019, Human Rights Watch, l'organisation de défense des droits de l'homme, dit il y a des dérives aussi au niveau des droits de l'homme, notamment au niveau de la liberté d'expression, qui est de plus en plus muselée. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que finalement cet accord de paix, ça a aussi été une alliance contre les Tigréens, qui est donc une région tout au nord du pays, qui est frontalière de l'Érythrée. Et cette armée est impliquée directement dans les combats qui se passent au Tigré. Les responsables tigréens disent d'ailleurs qu'il y a des opérations conjointes entre l'armée de l'Éthiopie et l'armée de l'Érythrée en ce moment même, notamment depuis la reprise des combats le 24 août dernier dans cette zone-là. Donc ce sont des combats assez importants. Et d'ailleurs, les organisations de défense de droits de l'homme, je citais tout à l'heure Human Rights Watch, dénoncent des crimes de guerre dans ces régions-là, notamment de la part de l'armée éthiopienne, de l'armée érythréenne, mais pas que, les forces de l'Amara aussi, qui est une province juste au sud du Tigré. On parle de massacres, on parle de viols de masse, d'attaques délibérées. Il y a aussi des problèmes de l'autre côté, mais il y a un véritable blackout sur place, on ne peut pas y aller et on sait très très peu de choses de ce qui en sort. Et donc il faut continuer à en parler, c'est bien pour cela. Merci beaucoup Antoine Mariotti, merci Marie-Roger Biloa d'avoir été avec nous. On va plus loin, c'est terminé, on se retrouve dans moins de 3 minutes pour un nouveau journal dans Paris Direct, restez avec nous.